Bonjour, voici une nouvelle émission à Polisson, donc qui va s'appeler très modestement Le Monde d'Éric, qui est mon prénom. Mais en fait, c'est pas si narcissique que ça, puisque l'idée justement, c'est non pas de tourner autour de moi, mais de tourner autour de ce qui peut m'interpeller, me toucher, m'affecter. Alors, je remercie en particulier toute l'équipe de Polisson et Esteban qui est à mes côtés, qui va faire cette émission avec moi. Alors, le but, c'est de faire une philosophie qui soit pas une philosophie de spécialiste, très important, et aussi de faire une philosophie qui soit pas non plus l'équivalent d'un cours que des élèves ou des étudiants peuvent trouver ailleurs. Donc, de faire quelque chose d'un petit peu plus personnel, peut-être, moins académique, moins universitaire. Et donc, on fera une émission, Esteban, hein, on a dit une fois par mois à peu près, hein, Une fois c'est par ça. mois, oui, tout à fait. Le vendredi? Donc, il passera le vendredi. À quelle heure? On a une heure précise? Non, pas encore. Non, pas Bon, encore. Le on le vendredi dans dira la bientôt. journée ou dans la soirée. On le dira bientôt, donc. Et on va faire donc une première émission sur une question très classique et qui n'est pas si simple que ça, qui est simplement qu'est-ce que la philosophie? Alors, je ne vais pas prétendre donner une réponse absolument universelle et définitive, bien sûr, à cette question, mais je voudrais simplement présenter ce qu'est pour moi la philosophie, et peut-être aussi un peu comme Esteban a pu la percevoir, la ressentir. Et voilà, donc je ne sais pas, peut-être tu as déjà une première question là-dessus, peut-être sur la philosophie, qu'est-ce qu'on pourrait dire au premier abord, comme ça, de manière un peu spontanée? Alors moi qui me suis intéressé un peu à la philosophie, quand j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie, je suis tombé sur un premier texte, on va dire, La caverne de Platon, l'allégorie de la caverne de Platon, qui m'a, on va dire, ouvert sur le monde de la philosophie, qui présente un peu le monde philosophique selon Platon. Je pense qu'on peut peut-être commencer par ça. Ah, on peut commencer par cette allégorie connue. Donc je rappelle l'allégorie de la caverne. Hein, c'est en gros, en très gros, l'histoire de prisonniers d'illusion. Donc ils sont dans une caverne et un des prisonniers va être libéré et puis va découvrir ce qu'on appelle depuis classiquement le monde des idées. Et alors c'est là-dessus que je voudrais insister, parce que le monde des idées, alors évidemment on se dit c'est le monde de la philosophie, ça, les idées, les concepts, etc. Mais je pense qu'il y a souvent un malentendu là-dessus, puisque une idée, en philosophie, c'est pas simplement une idée générale ou une abstraction. Alors souvent on dit le philosophe est dans l'abstrait, il pense, il réfléchit, mais je pense que ce sont des formulations un peu trop vagues, et qu'en fait une idée philosophique, c'est avant tout une idée qui s'insère dans un problème, et qui essaye de faire avancer le problème dont il est question. Alors moi je pensais à un exemple aussi très fameux que tu dois connaître un petit peu, c'est le cogito de Descartes. Il me semble que le cogito de Descartes, justement, si on dit simplement le cogito, c'est la conscience ou la pensée, bon, on ne dit pas grand-chose finalement. On peut peut-être rappeler le cogito de Descartes. Oui, alors le cogito, oui. Je pense donc. Je pense donc je suis, hein, cogito ergo sum, en latin orthodoxe, n'est-ce pas? Et donc le cogito de Descartes, en fait, c'est avant tout l'idée de trouver quelque chose qui résiste au doute radical, comme dit Descartes. Et donc si on ne comprend pas cette démarche du doute radical et cet aboutissement qui est le cogito, finalement l'idée en elle-même n'a pas beaucoup de valeur. Donc c'est ça que je veux dire quand je dis c'est d'abord un problème et un concept qui va surgir comme réponse en quelque sorte, peut-être provisoire, mais en tout cas comme réponse au problème. Et ça me semble quelque chose de très important, parce que du coup, ça veut dire que les concepts philosophiques sont plutôt dans un problème singulier et non pas des idées générales. D'ailleurs, on peut peut-être approfondir un peu le cogito de Descartes, qui est je pense donc je suis. C'est pas le fait de penser qui fait qu'on est, si je résume bien. C'est je pense par exemple que je marche, donc je marche. Voilà, c'est-à-dire que le mot de pensée est très large en fait dans le cogito.
et qu'en fait, c'est la conscience, la pensée. C'est pas la réflexion au sens forcément intellectuel, disons, du terme, mais c'est simplement le fait d'avoir conscience. Et effectivement, dès que je marche, j'ai conscience de marcher, donc je sais que j'existe marchant. Après, on peut peut-être approfondir un peu sur comment on va voir la philosophie dans cette émission, à savoir si on va s'attaquer à des concepts, si on va s'attaquer à un livre, à des théories, Alors, moi, il me semble que le mieux, mais ça peut changer en cours de route, hein, je pense Bien sûr. qu'on est assez ouvert là-dessus, mais j'ai pas envie de parler d'un livre en particulier dont on pourrait faire un exposé. Par contre, je pense que de temps en temps, comme on vient de le faire, on va passer un peu par des auteurs et même on pourra donner peut-être de temps en temps un petit conseil de lecture, pourquoi pas, pour approfondir un petit peu ce qu'on a vu. Là, par exemple, ce que je viens de dire, alors malheureusement, ça c'est expliqué dans un livre qui est assez difficile, mais que je tiens quand même à mentionner, c'est un livre de Gilles Deleuze, donc, qui est un philosophe qui est mort il y a une vingtaine d'années, et qui a écrit à la fin de sa vie un livre qui s'appelle Qu'est-ce que la philosophie ? Et qui insiste beaucoup justement sur cette idée que le concept en philosophie n'est pas une idée générale, mais qu'un concept s'insère dans un problème particulier, singulier, précis. Donc ça, c'est un aspect important. Mais je pense qu'il y a un deuxième aspect de la philosophie qui compte, en tout cas pour moi beaucoup, c'est l'aspect pratique. C'est-à-dire, en gros, on peut expliquer les termes, éthique ou politique. Oui. Alors, éthique, c'est-à-dire sur la manière dont on vit individuellement, essentiellement. Et puis, politique, alors non pas forcément qu'il faille s'engager dans une organisation, mais au sens où ce qui compte quand même pour la philosophie aussi, c'est comment on va essayer de jouer son petit rôle dans son coin par rapport à la vie collective, quoi. Et il me semble que ces deux aspects sont très importants, parce que si on parle que de concepts, on a l'impression que finalement c'est un truc qui est purement théorique. Ouais. Et je vais revenir du coup sur la question principale qu'on s'est posée donc au début. Qu'est-ce que la philosophie? On peut peut-être donner une définition, on va dire académique dans un premier temps, de ce qu'est la philosophie. Oui, alors si on veut être très académique, mais elle n'est pas si mal finalement, cette définition qui est l'étymologie simplement du terme, qui est l'amour de la sagesse. Ce que j'aime bien dans le terme de sagesse, c'est qu'il englobe justement l'aspect pratique. C'est-à-dire que le sage n'est pas simplement le savant, hein, ou même le chercheur, d'une manière théorique, mais c'est aussi celui qui essaye de vivre d'une certaine manière qu'il va considérer comme une vraie vie, ou une bonne vie, ou une vie authentique. Enfin, après, ça dépend des versions philosophiques, hein, mais donc finalement, cette définition est pas mal, parce que je la trouve meilleure que quand on me dit, par exemple, philosopher, c'est réfléchir, penser ou avoir un esprit critique, qui est pas faux, mais qui me semble un peu vague, parce que, au fond, il y a des tas de gens qui réfléchissent sans faire de philo. Oui. Hein. C'est Un pas... artiste peut réfléchir sur son art sans passer par des concepts philosophiques, ça n'empêche pas la réflexion d'être intéressante. Donc je trouve que ce sont des définitions trop larges. On n'a pas attendu la philo pour réfléchir, heureusement, parce que Ouais. sinon ce serait quand même un peu dramatique. Donc je préfère à la limite cette définition étymologique, Ouais. même si le mot sagesse maintenant paraît un peu désuet, mais si on lui redonne un sens un peu plus authentique, un peu plus fort, il n'est pas inintéressant ce terme. Ok. Et du coup, sur la question de départ, qu'est-ce que la philosophie? Maintenant qu'on vient de voir la définition académique de la philosophie, euh, qu'est-ce que la philosophie? C'est une question quand même assez vague, parce que la philosophie, on vient de voir que c'est l'amour de la sagesse, mais quand on va commencer à voir les premiers auteurs philosophes, je pense par exemple à Platon, qui moi est le premier que j'ai lu en tout cas. Mais c'est quand même plus que ça, parce que Platon, enfin les premiers philosophes, n'étaient pas philosophes, ils étaient mathématiciens, scientifiques, et pas philosophes. La philosophie est venue quand même un peu après. Oui, alors c'est pour ça que j'avais plutôt envie d'expliquer comment moi je ressens ce qu'est la philosophie à travers
disons, mes lectures et puis l'expérience de l'enseignement, plutôt que d'en donner une définition qui serait valable pour toute l'histoire de la philosophie, parce que je pense que c'est impossible, tu as complètement raison. Par exemple, le partage entre science et philosophie est relativement récent. Quand on lit, par exemple, Aristote, bon, ben, il y a des textes qui s'appellent la physique, il y a des textes qui s'appellent, j'allais dire la biologie, il ne le dit pas comme ça, mais en gros c'est l'étude des êtres vivants. Bon, nous on ne classerait pas ça dans la philo actuellement, alors que lui, quand il fait ça, il est dans la philosophie, parce que pour lui, la philosophie est la science universelle, et donc englobe finalement tout type de science. Alors que pour un auteur du XXe siècle, par exemple, c'est complètement différent. Et là, il y a eu une espèce de coupure, alors qui est difficile à expliquer, mais qui se comprend entre science et philosophie, qui est entre autres, c'est pas la seule raison, mais due à, je pense, la spécialisation. Et ce qui fait que on a perdu cette ambition d'avoir un savoir universel, encyclopédique, global. Et je pense qu'effectivement, personne individuellement, actuellement, d'une étendue des domaines de connaissances, ne peut prétendre à un tel savoir, alors qu'à l'époque d'Aristote, c'était possible. Il y avait des esprits qui maîtrisaient tous les domaines, en tout cas dans les compétences de l'époque. Je pense qu'actuellement, c'est plus possible, ça. Et par exemple, donc, pour quelqu'un qui est simple amateur de philosophie, un peu comme moi, par quoi on pourrait commencer la philosophie? Ah, Parce alors, moi, que, je pense qu'il faut commencer par ce qui nous plaît. Moi, je conseille ça plutôt que de se dire je vais lire d'abord Platon et Kant parce qu'il faut les lire. Non, moi je dirais il faut commencer par ce qui nous plaît, et ce qui nous plaît au départ sont plutôt des thématiques. Alors, notre deuxième émission sera sur une thématique que moi j'aime bien, qui est le bonheur. Si on s'intéresse à la question du bonheur, bon, ben, il faut commencer par là, et puis lire, par exemple, je sais pas, des petits textes d'Épicure, ou des stoïciens, ou même des textes plus récents, d'Alain, par exemple, hein, qui est un auteur assez facile à lire, qui a écrit des propos sur le bonheur. Mais aller comme ça vers ce qui nous attire, et puis surtout ne pas se décourager si le premier bouquin venu, on le trouve chiant et compliqué, il faut passer à un autre. Et puis, à un moment donné, on trouve ce qui nous plaît. Et je pense qu'à partir de ce qui nous plaît, eh bien, on peut arriver à d'autres qui, au départ, ne nous attiraient pas forcément. Moi, j'ai commencé la philo avec deux auteurs un petit peu à part, un plus que l'autre d'ailleurs, c'est-à-dire Nietzsche et Kierkegaard. Kierkegaard qui est vraiment pas un auteur académique. Bon, des auteurs qui m'ont complètement touché, qui se comprennent en fait par rapport à d'autres, notamment Hegel. Mais j'ai pas commencé par lire Hegel, j'ai commencé par Nietzsche et par Kierkegaard. Et après, bon, bah après j'étais ailleurs parce que forcément ça appelait autre chose. Mais oui. je pense qu'il faut avoir un principe de plaisir en philo, parce que sinon c'est terrible. Donc, pour commencer la philo, ne pas se prendre la tête et commencer par ce qu'on aime. Voilà, commencer par ce qu'on aime, C'est un peu le message. et pas se prendre la tête au début. De toute façon, on se prendra la tête à un moment donné, donc c'est pas la peine de se la prendre au début. Ouais. Et moi, par exemple, j'ai commencé la philo donc avec Platon pour découvrir un peu. Parce que quand j'ai tapé philosophie, Platon est venu en premier avec l'allégorie de la caverne. Et une fois que j'avais fini l'allégorie de la caverne, que je l'avais compris et assimilé, je me suis attaqué peut-être à un gros morceau, je ne sais pas, mais la théorie de l'évolution. Entre les évolutionnistes donc de Darwin et le christianisme, le créationnisme, avec la Bible, Dieu créa la terre en 7 jours. Bah tu vois, alors là, c'est marrant parce que tu es rentré par Platon et l'allégorie de la caverne qui est une entrée très classique, et après Darwin qui est une entrée pas du tout classique, puisque Darwin on considère plutôt comme un scientifique. Je suis même pas sûr que lui-même se considérait comme philosophe, mais c'est vrai que la théorie de l'évolution pose un certain nombre de questions philosophiques. Et pourquoi pas, oui, la polémique très dure parfois entre les créationnistes et les scientifiques partisans de la théorie de l'évolution peut être une bonne entrée dans la philo. Pourquoi? Parce que la théorie de l'évolution
qui peut être critiquée bien sûr, hein, ce qui est le propre de la science, c'est quand même une théorie scientifique. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer souvent, c'est que le créationnisme est une croyance, et que du coup, qui s'engueule, on le comprend, mais en fait, on ne peut pas les placer sur le même plan. Une croyance peut s'opposer à une autre croyance, une théorie scientifique peut s'opposer à une théorie scientifique, mais une croyance qui s'oppose à une théorie scientifique, pour moi, ça ne fait pas sens. Ce qui a été d'ailleurs un vieux problème dans l'histoire de la philosophie et de la théologie, hein, puisque bien sûr, pendant longtemps, certains scientifiques ont été pourchassés, notamment par l'Église catholique. Et il me semble qu'un des apports de la philosophie, c'est de dire, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais ne nous dites pas que quand vous êtes dans la croyance, vous êtes dans une démarche qui soit une démarche rationnelle, scientifique ou même philosophique. Ce qui n'empêche pas de croire, bien sûr. Mais ce partage me semble essentiel parce qu'il laisse ouvert la possibilité d'une liberté de pensée. Je ne sais pas si, si ça te parle par rapport à la théorie de l'évolution. Après, ça n'empêche pas, peut-être la théorie de l'évolution sera un jour renversée scientifiquement. C'est pas inenvisageable. Ou alors ce sera une autre théorie de l'évolution. Oui. Et donc là, moi, c'est vrai que j'ai pris une entrée qui n'est pas classique, comme tu le disais tout à l'heure, qui est la théorie de l'évolution et le créationnisme. Qu'est-ce qui serait une entrée classique, à part Platon, pour comprendre, peut-être schématiquement, ou simplement en tout cas, qu'est-ce que la philosophie? Pour pouvoir commencer à étudier un premier soit sujet, un thème, ou une problématique. Alors, je pense qu'une bonne entrée, alors je ne vais pas citer un auteur en particulier, mais il y a quand même une entrée globale qui me semble intéressante, pour commencer en tout cas, c'est le siècle des Lumières. Alors que ce soit à travers Rousseau, à travers Kant, à travers même des gens comme Diderot, voire Voltaire, pourquoi pas. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, la philosophie, classiquement, elle se veut comme une démarche autonome de la raison. Et c'est vrai que le siècle des Lumières, même avec ses caricatures, ses excès et ses défauts, ouvre cette porte-là de manière très radicale. C'est-à-dire à un moment donné, osez vous servir de votre raison et ne vous soumettez pas en quelque sorte à d'autres forces. Ça ne veut pas dire que la raison a tous les pouvoirs, qu'elle peut tout comprendre. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, quand on va s'appuyer sur quelque chose en nous, on va s'appuyer sur notre raison. On peut peut-être replacer quand même le siècle des Lumières historiquement. Oui, donc 18e. Alors, les Lumières, c'est quoi les Lumières? Moi, j'aime bien la définition de Kant, ce sont les Lumières de l'entendement, c'est-à-dire de la compréhension, de l'esprit. Et Kant, dans un petit texte qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», justement, qui est un petit texte très simple à lire, hein, explique qu'on devient de plus en plus philosophe quand on arrête de se soumettre à des autorités sans les comprendre. C'est-à-dire qu'il faut désobéir à tout, mais ça veut dire que je ne peux accepter une autorité que si je la fais mienne, en quelque sorte. Et même Kant va très loin, puisqu'il en parle à propos des médecins. Et il dit, voilà, il ne faut pas, en gros, prendre un traitement ou un médicament si on ne comprend pas le bien fondé ou le pourquoi de la chose. Donc là, et là, c'est déjà de la philosophie, oui. Alors vous me donnez ça, pourquoi, comment, dans quel déjà but, propre de la philosophie. C'est déjà de la philosophie, finalement. Ouais. Kant qui a fait quand même beaucoup de politique sur sa philosophie. Oui, oui. En tout cas, qui est reconnu pour la philosophie politique. Est-ce que Kant serait conseillé pour un amateur en philosophie qui voudrait débuter? Est-ce que ces textes sont pas trop compliqués? Il y a deux types de textes. Hein. Il y a les textes, je dirais, savants. Donc les trois critiques, par exemple, c'est difficile à lire. La critique de la raison pure, de la raison pratique, du jugement, bon, ce sont des textes qui demandent quand même déjà un petit entraînement à la philosophie. Mais par contre, il y a des petits textes de Kant qui voulaient d'ailleurs être des textes grand public, qui sont très faciles à lire, dont celui-là, Qu'est-ce que les Lumières, hein, qui fait quelques pages.
qui est très simple à lire et qui est un texte de grande liberté, qui distingue d'ailleurs, ça aussi on pourrait l'introduire là, parce que ça fait partie de la philosophie, qui distingue les mineurs des majeurs. Alors, le mineur, c'est pas celui qui a moins de 18 ans, là. Le mineur, c'est celui qui n'ose pas se servir de son entendement, de sa faculté de compréhension ou de jugement. Et le majeur, c'est celui qui ose s'en servir. Donc, c'est pas une question d'âge, même si ça peut être lié. Hein, et donc, Kant dit, voilà, le problème, finalement, c'est que beaucoup de gens veulent maintenir les individus dans la minorité, parce qu'ils ont intérêt, évidemment, à leur faire croire que la liberté est dangereuse. Donc il y a déjà un enjeu de pouvoir, un enjeu politique finalement là-dedans au sens large. Et donc voilà, quand on sort de la minorité, on commence d'une certaine manière à devenir philosophe. Et depuis le début, là qu'on parle, du coup, depuis le début de l'émission, il y a le mot liberté qui revient assez souvent. Donc, est-ce qu'on peut facilement associer le mot philosophie avec le concept de liberté? Alors j'espère que oui, sauf que il faut préciser, parce que il y a des gens qui critiquent la liberté qui sont philosophes. Ceux qu'on appelle les déterministes, qui pensent que finalement ce qu'on fait, ce qu'on dit, dépend de causes auxquelles on peut échapper, même parfois des causes inconscientes, etc. Mais cela étant, il me semble qu'il y a quand même un lien toujours entre philosophie et liberté. Pourquoi? Parce que le but, c'est quand même d'acquérir, alors parfois on dit un certain recul, moi je dirais un peu plus loin qu'un certain recul, hein, je dirais vraiment une certaine autonomie. Hein, c'est-à-dire je vais compter sur moi de manière, enfin dans la pensée déjà, hein, et je vais compter sur moi aussi dans la manière de vivre. Je pense que ça, c'est déjà une forme de liberté, ce qui fait qu'on peut très bien défendre ce qu'on appelle le déterminisme et défendre une certaine conception de la liberté. Alors, par exemple, si on prend des références récentes, par exemple Bourdieu, le sociologue, mort aussi il y a une vingtaine d'années, le dit très bien. Il dit, voilà, plus je comprends ce qui me fait agir, ce qui me conditionne, plus je vais pouvoir m'en libérer. Donc même s'il est déterministe, Bourdieu, il y a quand même une pensée de la liberté. Donc il me semble que c'est indissociable. Alors après on pourrait raffiner, mais peut-être on le fera dans des émissions ultérieures, parler du libre arbitre, la critique du libre arbitre, la liberté sans le libre arbitre, etc. Bon, il y a des tas d'aspects comme ça, mais je pense que c'est effectivement intrinsèquement lié dès le moment où on considère que la liberté, c'est avant tout une certaine autonomie par rapport à ce qui peut nous conditionner, on va dire, d'une manière très simple, quoi, hein, mais en gros, ce serait ça. Donc toi, tu es prof de philosophie dans le secondaire, donc au lycée. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire que la philosophie serait un métier pour toi? Parce que il y a quand même une question, qu'est-ce que la philosophie? C'est peut-être... Oui, alors ça c'est une question compliquée parce que d'abord je distinguerais philo et enseignement. Alors, pour l'enseignement c'est très simple. En fait j'ai commencé à faire de la philo parce que j'aimais la philo. Et l'enseignement, je l'ai connu en préparant les concours, le CAPES, et j'ai fait une année à mi-temps dans le privé, dans un lycée privé, pendant que je préparais le concours. Et en enseignant, je me suis aperçu que j'aimais l'enseignement. Avant, je ne savais pas. Je me suis dit, je vais essayer, je vais voir, et ça m'a plu. Bon. La philo elle-même, c'est plus compliqué parce que je pense qu'il y a des choses obscures, pas au sens malsain ou sombre, hein, mais des choses obscures qui se jouent derrière le pourquoi on aime la philo. Alors souvent, il y a des lieux communs un petit peu là-dessus, que les gens qui font de la philo, ils se posent beaucoup de questions, ils ont plein de problèmes, ils sont un peu névrosés, tout ça. Bon, je suis pas si sûr. Ou alors, en tout cas,
même s'il faut avoir le goût de la problématisation. En tout cas, moi, je trouve que la philo, c'est une certaine santé. Même si peut-être qu'on y arrive, parce qu'à un moment donné, on rencontre une difficulté ou un problème, c'est possible. Mais que contrairement à ce qu'on dit, la philo ne va pas nous enfoncer. Moi, ça a été franchement ma thérapie au départ, la philo. C'est-à-dire qu'elle me permettait de formuler des questions et des problèmes qui étaient quelque part en moi, mais que je ne savais pas formuler et que personne ne formulait autour de moi. Donc déjà, quand quelque chose qui semble incompréhensible et indicible, bah, tu le trouves écrit quelque part, tu me dis, ah, je ne suis pas tout seul finalement. Bon, c'est déjà une libération formidable. Donc on va conclure sur ça. Pour résumer un peu ce qu'on vient de dire sur cette émission, sur cette première émission, la philo, une certaine liberté, une certaine santé, oui, en même temps, oui. qu'il faut quand même connaître et approfondir. Il ne faut pas se décourager dès le premier livre, tout à fait. Il faut le rappeler. Il faut faire ce qu'on aime dans la philosophie. Voilà, on pourrait dire, voilà les 4 points. Les 4 points. Que tout le monde peut noter pour s'en souvenir. Voilà les 4 points fondamentaux de philosophie. notre première émission. Très bien. On va conclure sur ça. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Donc sur qu'est-ce que le bonheur, c'est ça? Alors Ou le bonheur. Ouais, plutôt le bonheur, parce que ça ne sera pas qu'une définition, ouais. Hein, justement. Mais oui, sur le bonheur. Donc le bonheur, notre thème général pour la prochaine émission. Merci Esteban. Mais merci à toi Eric.